dit tout à l'heure. Donc, je répète un petit peu ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que les malformations cardiaques congénitales, c'est une naissance pour 100, 8 pour 1000, comme vous voulez, 0,8 à 1%, et que dans un peu moins de 30% des cas, si on additionne chromosomes et malformations extracardiaques, c'est associé à une anomalie autre, donc soit une anomalie cytogénétique, soit une autre malformation, donc dans un contexte de syndrome polymalformatif, donc un peu moins d'un tiers des cas. Et le conseil génétique est quelque chose d'important. J'ai répondu à une des dernières questions en demandant voilà, quel est le risque pour la descendance quand un papa ou une maman a lui-même ou elle-même une malformation cardiaque congénitale. Et donc, cette demande va exister, y compris pour les cardiopathies isolées non syndromiques, de savoir quel est le risque. Et on peut donner une réponse statistique qui est l'aspect pratique de la génétique des malformations cardiaques et qui est celui, bien sûr, qu'on attend dans un enseignement de soins. Mais il y a aussi des aspects de concept sur le lien des malformations cardiaques entre elles et la façon de les interpréter en termes de développement et pourquoi pas de traitement. Donc, il y a des facteurs de risque de malformations cardiaques qui sont bien connus. Je les ai déjà un petit peu évoqués quand on a parlé de la génétique des malformations cardiaques congénitales. Et c'est ceux que vous connaissez, donc par exemple les pesticides. Il y a eu un moment des travaux qui ont été menés dans une région des États-Unis pour comprendre pourquoi il y avait beaucoup plus d'hypoplasie du cœur gauche dans cette région que dans les autres régions des États-Unis. On a vu que c'était lié à des pesticides. Bon, vous savez qu'ils ont mauvaise presse aujourd'hui, en particulier en France pour le glyphosate, mais il y a d'autres produits qui sont utilisés dans l'agriculture, dans l'alimentation, dans l'industrie, qui peuvent avoir des effets délétères sur le développement cardiaque ainsi que sur d'autres malformations. L'alcool, c'est bien sûr bien connu avec le syndrome alcoolo-fœtal, qui est quelque chose qui existe encore dans des régions du monde et dans certaines régions françaises, un peu dans toutes les régions françaises. Ça, c'est bien connu. Le tabac, ça l'était un petit peu moins. C'est devenu aujourd'hui un facteur de risque considéré comme significatif. Hein. Donc, les femmes qui fument, ça a non seulement un effet délétère sur la physiologie du fœtus à l'instant, hein, sur la nicotine a un effet délétère, mais ça a aussi un effet tératogène, ça a été parfaitement montré. Dans le même ordre d'idée, la pollution atmosphérique a aussi un effet particulier. Il y a un certain nombre de médicaments tératogènes, c'est écrit sur la boîte. Et puis, il y a bien sûr un certain nombre d'infections maternelles qui peuvent avoir un effet tératogène. Et pour le cœur, c'est essentiellement le virus de la rubéole, ce qui justifie la vaccination à large échelle des petites filles sur le territoire français. Donc ça, c'est les facteurs bien connus, donc on va dire d'environnement. Donc ça n'a peut-être pas grand-chose à voir avec la génétique, même si interaction génétique et environnement, c'est quelque chose d'important. Et puis il y a des facteurs un petit peu moins connus, mais qui ont été parfaitement montrés comme étant des facteurs de risque. Il y en a un qui est pour les pays africains, essentiellement, mais qui peut aussi exister dans d'autres pays, bien sûr, mais en termes de prévalence, et surtout en Afrique, c'est important. C'est les médicaments antirétroviraux qui ont un effet tératogène modéré, mais avéré. Et donc, c'est important d'avoir une surveillance de ce point de vue-là. Et puis, il y a un facteur de risque qui croît beaucoup, cette fois-ci dans les pays développés, qui est un facteur de risque majeur, qui est l'obésité maternelle. Donc, l'obésité maternelle est un facteur de risque de cardiopathie congénitale qui a été démontré dans de nombreuses études aujourd'hui et qui, bien sûr, doit être combattu à la racine. Donc, quand on regarde j'ai marqué les vieux livres de cardiologie pédiatrique, mais ce n'est pas notamment les vieux, ça reste une actualité, enfin en tout cas ça reste sur le plan pratique quelque chose de très important, eh bien vous avez tous ces syndromes, et c'est une liste bien sûr non exhaustive, mais ça fait partie des syndromes principaux, qui sont associés à des malformations cardiaques. Et sans discuter dans cette première partie les bases moléculaires des malformations associées à ces syndromes, je vais faire plutôt une sorte de petit listing pratique que vous connaissez déjà pour la plupart d'entre vous, mais qui sera un rappel, j'espère, utile. Donc, commençons par la trisomie 21. Donc, ça, c'est une anomalie que tout le monde connaît. Je ne reviens pas sur les aspects cytogénétiques de la trisomie 21, qu'on appelle en anglais syndrome de Down. Ils n'aiment pas trop appeler ça trisomie 21, je ne sais pas très bien pourquoi. En français, ça vient aussi.
Bon, en tout cas, ce sont des patients qu'on connaît bien, puisque la trisomie 21, ça représente à peu près 10% de la clientèle des cardiopathies congénitales significatives. Hein. Donc c'est peut-être plutôt 5% de la population des cardiopathies congénitales en général, mais donc on voit beaucoup d'enfants qui ont la trisomie 21, qu'on suit de façon pluridisciplinaire avec les autres intervenants pour ces enfants. Et le diagnostic, c'est un diagnostic qui est fait par le cariotype, qui montre une trisomie 21 libre ou toutes les autres variantes que vous avez apprises avec les translocations déséquilibrées. Et donc, il permet de confirmer le diagnostic de trisomie 21. Pendant la grossesse, on peut parfois avoir des diagnostics rapides avec l'hybridation in situ moléculaire que vous voyez ici. On voit 3 spots avec la sonde qui utilise une sonde de chromosome 21 qui permet d'affirmer qu'il y a donc 3 exemplaires de cette zone chromosomique et donc d'affirmer le diagnostic de trisomie 21. On ne sait pas si c'est libre ou pas libre dans ce genre de choses, mais en tout cas, on peut le faire. Et puis, les cardiopathies les plus fréquemment rencontrées sont les cardiopathies du groupe des canaux atrioventriculaires. J'ai mis ici un exemple qui est différent, qui est celui de la communication interventriculaire de l'inlet, donc vous avez appris ça ce matin, ou de l'admission, avec un alignement du plan des valves, et puis l'aspect très caractéristique de désaxation du septum interventriculaire et du septum interauriculaire. Donc, vous avez dû voir ça en échographie. Donc, c'est la trisomie 21, c'est un sujet qui sera revu en grande partie dans le cours canal atrioventriculaire. Le syndrome de Turner, c'est là aussi un syndrome qu'on apprend pendant ses études de médecine. Ici, on voit qu'il n'y a qu'un seul chromosome X, il n'y a pas de chromosome de Y, donc c'est X0. C'est une des formes classiques du syndrome de Turner, mais vous savez qu'il y en a bien d'autres avec des anomalies de structure du chromosome X ou même des délétions du chromosome X qui vont donner différentes formes de syndrome de Turner. Et avec des manifestations néonatales qui sont parfois très caractéristiques, avec ici le syndrome de Bonneville-Ulrich avec l'œdème des mains et des pieds, l'implantation des cheveux bas sur la nuque et un certain nombre d'autres anomalies. Donc, je ne suis pas là pour faire de la dysmorphologie, hein, ce sont des patients que vous connaissez. Le sujet du syndrome de Turner, ce n'est pas pour nous, bien sûr, le sujet croissance ou fertilité, hein, c'est le sujet cardiovasculaire. Et donc, ça va donner des cardiopathies obstructives du cœur gauche en période néonatale, coarctation, sténose aortique, l'association des deux. Mais la problématique des patients vieillissants, adolescents ou adultes, c'est celle de la dilatation aortique, que vous voyez schématisée ici, et de l'hypertension artérielle. Donc, ces femmes doivent être suivies de façon régulière, même si elles n'ont pas de malformation cardiaque, pour le dépistage de l'hypertension artérielle et de l'anévrisme aortique. Et donc, bien, ça, c'est de la cardiologie standard, mais en tout cas, il faut que ces patientes soient suivies en cardiologie adulte en particulier. Il y a des critères de diamètre aortique pour les interventions qui sont moindres dans le syndrome de Turner que dans le reste de la population générale pour des raisons différentes. Les diamètres absolus sont moindres, soit pour des raisons de Z-score par rapport à la taille, mais aussi pour des raisons de risque, en particulier chez les femmes qui seraient susceptibles, malgré le syndrome de Turner, d'être enceintes. Il faut être extrêmement vigilant sur l'aorte. Le syndrome de Noonan, c'est aussi un syndrome classique en cardiologie pédiatrique, décrit par Jacqueline Noonan il y a bien longtemps maintenant. Et c'est un syndrome dont la dysmorphie n'est pas toujours simple, puisque ici, vous voyez, cette dysmorphie, elle a un certain dynamisme, elle peut être considérée comme tout à fait modérée chez le patient du haut. Et puis le patient du bas, c'est au cours du temps, on fait le diagnostic assez facilement de syndrome de Noonan quand elle est petite, et puis quand c'est devenu une jeune femme, c'est devenu beaucoup plus difficile. C'est parfois pas vrai, parfois la dysmorphie est évidente. En tout cas, elle a un dynamisme qui rend le diagnostic parfois moins simple. Sur le plan cardiaque, il y a l'anomalie électrocardiographique caractéristique avec l'axe de QRS en AVR, donc qui est fréquente dans le syndrome de Noonan, avec souvent de la surcharge ventriculaire droite, comme on peut le voir un petit peu ici. Et la cardiopathie, celle qui fait le pronostic, c'est la cardiomyopathie hypertrophique du syndrome de Noonan, avec ici le gros bourrelet septal, l'obstruction sous-aortique, responsable de la fuite contingente et d'une petite fuite de la valve aortique. Donc, cette cardiomyopathie hypertrophique du syndrome de Noonan est le problème, on va dire, le plus grave
qu'on peut observer sur le plan cardiaque et qui cause, quand elle est présente en période néonatale, une mortalité importante au cours de la première année. Et puis les autres anomalies qui sont plus classiquement rencontrées sont les communications interauriculaires, la dysplasie valvulaire pulmonaire et les malformations de la valve mitrale, incluant également les canaux atrioventriculaires. Donc, le syndrome de Noonan, c'est vraiment une cardiopathie qu'on voit de façon fréquente. Là aussi, certains aspects particuliers, comme celui des obstacles pulmonaires du syndrome de Noonan, seront discutés dans le cours sur les obstacles, puisqu'il y a des particularités de leur évolution et de leur traitement, en particulier parce que la dilatation est beaucoup moins efficace que dans les situations les plus habituelles. Le syndrome de Marfan et les autres, on va dire, maladies ectasiantes de l'aorte, on a déjà vu un petit peu le syndrome de Turner parmi celles-ci, mais là, les mécanismes sont différents. Dans ceux que je vais citer, c'est la voie du TGF-bêta. Et donc, c'est cette voie génétique sur laquelle je ne vais pas venir, on va dire, du tout, parce que la génétique moléculaire, c'est quelque chose qui est intéressant pour comprendre, mais lister les gènes et les types de mutations, je pense que ça doit se faire dans les cours dédiés. Donc, on sait que dans cette voie métabolique qui lie la matrice extracellulaire et le noyau et qui fait intervenir les récepteurs du TGF-bêta et la fibrilline en particulier dans la matrice extracellulaire, mais il y a d'autres intervenants comme les SMAD qui vont pouvoir aussi être associés à la maladie de Marfan, au syndrome de Marfan que vous connaissez avec les anomalies squelettiques, la scoliose, le pectus excavatus, l'aspect longiligne avec les anomalies des mains, l'arachnodactylie, l'hyperlaxité avec les différents signes qui sont dans tous les livres et que vous connaissez tous très bien. Et puis, les signes, après les signes squelettiques et éventuellement cutanés, puisqu'il y a aussi les vergetures que j'aurais pu mettre, eh bien, il y a les signes ophtalmologiques avec la subluxation ou luxation du cristallin liée à la rupture des ligaments suspenseurs, enfin, je ne sais pas si on dit suspenseur quand c'est ceux du bas, qui nécessite d'être opéré, éventuellement implanté. Et puis le troisième signe qui est la maladie ectasiante de l'aorte, avec ici une forme extrême, avec un anévrisme très important de l'aorte ascendante, qui intéresse le plus souvent la racine de l'aorte et les premiers segments de l'aorte ascendante, mais qui peut intéresser tous les segments aortiques dans la maladie de Marfan, et dont le risque est la dissection aortique. Et là aussi, il y a des recommandations assez précises qu'on peut considérer comme fluctuantes, mais qui en tout cas vont vous guider pour les interventions. Il y aura des cours sur la pathologie aortique. Le syndrome de Loeys-Dietz, c'est un syndrome qui est apparenté à la maladie de Marfan, avec une dysmorphie qui n'est pas la même. Il y a souvent une luette bifide, il peut y avoir une fente palatine, des anomalies du crâne avec une craniosténose et d'autres anomalies. Il y a souvent une tortuosité aortique, en plus des aspects d'anévrisme. Et donc, c'est sur le plan anatomie, ce n'est pas exactement la même chose, mais on surveille ces patients à peu près de la même façon. Et puis, il y a d'autres mutations qui ont été décrites dans cette voie que j'ai évoquée tout à l'heure, en particulier dans SMAD3, où il y a d'autres caractéristiques cliniques qui permettent de les rapporter à ça. Il y a des sortes de contre-types de la maladie de Marfan, avec des enfants qui sont petits et qui ont des atteintes cardiaques, comme un certain nombre comme le syndrome de Mir, que je n'évoque pas aujourd'hui, mais que vous pourrez probablement voir dans un certain nombre de cas qui font partie du même groupe, mais on va dire à l'envers. Le syndrome de Dijorge, c'est un syndrome important où la microdélétion interstitielle du chromosome 22. Et donc, voilà le visage. La dysmorphie, quand on ne la connaît pas, elle peut être considérée comme discrète. Il y a surtout un aspect aligné ici de l'angle du bord de la narine avec l'angle externe des lèvres, donc une sorte de petite bouche. Il peut bien sûr y avoir des anomalies du palais, des anomalies, il peut y avoir des fentes, il peut y avoir des anomalies des muscles, du muscle triangulaire des lèvres qui donne le syndrome de Keller, et puis il peut y avoir un aspect basculé des oreilles, il y a parfois des anomalies des extrémités, il y a bien sûr des anomalies développementales, en particulier des retards intellectuels et éventuellement des psychoses chez les enfants plus grands. Et puis, des anomalies qui sont liées au fait que le syndrome de Dijorge ou la microdélétion du chromosome 22 est liée, enfin, est associé à une anomalie de migration des cellules de la crête neurale. Donc, il peut ne pas y avoir de thymus et avoir un déficit immunitaire. C'est comme ça que ça a été décrit initialement. Et aussi des anomalies de développement des parathyroïdes qui donnent de l'hypocalcémie.
Donc là, le diagnostic, ce n'est pas une anomalie de nombre, ni une anomalie monogénique, comme je vous l'ai montré pour la maladie, enfin, monogénique pour la maladie de Marfan, c'est-à-dire que ce n'est pas des mutations dans un seul gène, mais c'est un morceau de chromosome qui s'en va. Voilà la technique qu'on utilise le plus souvent, c'est l'hybridation in situ moléculaire. Et on voit ici 2 sondes, une verte, une rouge, pour le chromosome 22, qui est un des plus petits chromosomes. Et donc, on va repérer la zone du chromosome 22 par une sonde fluorescente. Et en fait, au cours de la microdélétion, comme vous le voyez sur cette petite animation, il y a un morceau du chromosome qui s'en va. Et donc, cette zone-là ne va plus, après bien sûr ça se recolle, hein, mais ça ne va plus hybrider la sonde reporter fluorescente. Et on va avoir l'image d'ici, où vous voyez 2 points verts qui marquent l'extrémité du chromosome, mais par contre, il n'y a plus qu'une zone rouge, puisque le petit bout est parti. Donc, c'est ça les syndromes microdélétionnels, et on fait le diagnostic comme cela. C'est la même chose pour le syndrome de Williams et Beren, qui est aussi un syndrome microdélétionnel du chromosome 7, Q23 cette fois-ci. Et le syndrome de Williams-Seberen donne des anomalies des vaisseaux, c'est-à-dire des anomalies de l'aorte avec la sténose supravalvulaire aortique, mais aussi une artériopathie assez diffuse, puisque la microdélétion du chromosome 7 emporte le gène de l'élastine, qui est un des constituants majeurs de la paroi artérielle. Et donc, on va avoir des sténoses supravalvulaires aortiques, mais aussi des atteintes des autres artères musculo-élastiques ou élastiques, avec souvent des sténoses, mais aussi parfois des phénotypes avec des anévrismes liés à des anomalies qui ressemblent au syndrome de Williams et qui sont apparentées. On peut avoir aussi des hypoplasies diffuses ou des sténoses des artères pulmonaires, comme vous le voyez sur les images de cette publication. Et voici à nouveau une sténose supravalvulaire aortique avec une sténose hyperserrée du tronc commun chez un patient qui avait un syndrome de Williams-Seberen. Et vous voyez aussi que la carotide primitive gauche est rétrécie à son origine. Donc, je ne continue pas la liste par le syndrome de Kabuki, le syndrome de Klein-Wardenburg, etc. On pourrait faire cette liste pendant très longtemps. C'est une liste qui ne se termine quasiment jamais, comme je vous ai dit. Il y a environ 600 entrées quand vous tapez dans les gros textbooks ou sur Internet dans OMIM, hein, c'est-à-dire une sorte de registre des anomalies génétiques associées aux anomalies génétiques. Vous tapez cardiopathie congénitale, vous allez trouver 600 entrées, c'est-à-dire 600 syndromes qui peuvent parfois se ressembler, mais qui vont comprendre la description d'une malformation cardiaque. Donc, on ne peut pas faire ça pendant des heures. Et surtout, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, puisque quand on voit un enfant qui a une malformation cardiaque et qui a soit des malformations supplémentaires, soit des éléments qu'on peut considérer comme dysmorphiques ou des troubles comme un retard mental associé, eh bien, le conseil, c'est de demander justement un avis à des gens spécialisés qui vont le plus souvent soit utiliser leur savoir pour faire le diagnostic, soit utiliser les bases de données qui sont disponibles pour taper cardiopathie congénitale et retard mental, par exemple. Donc là, ça ne va pas être très précis, mais si on rajoute des signes plus spécifiques, on peut éventuellement cerner des syndromes et poser des indications de recherche génétique plus extensives que des recherches ciblées comme on l'a fait dans les syndromes qui sont facilement identifiables. Donc, passons maintenant à la deuxième partie qui est celle plutôt des concepts de la génétique des cardiopathies congénitales isolées. Et je vais essayer de vous montrer, et je pense que ça a déjà été beaucoup dit par Lucie Louyel dans l'embryologie et l'anatomie, que certaines cardiopathies sont liées sur le plan génétique et bien sûr développemental, puisque génétique et développement, ce sont des univers qui sont totalement chevauchants. Et donc, si on regarde ce qu'on sait en termes de base génétique des malformations cardiaques, c'est un petit peu décevant, puisque j'ai listé, enfin, ce n'est pas moi qui l'ai fait, c'est dans une publication il y a quelques années, la proportion des cardiopathies congénitales pour lesquelles on connaît les aneuploïdies, c'est-à-dire les anomalies de nombre des chromosomes, donc c'est ce qu'on a discuté, et donc on voit que ça représente 13%, des variants comme la microdélétion du chromosome 22, eh bien, on en connaît aussi quelques-uns, donc voilà, c'est 10%. Des formes avec un gène connu qui est transmis selon les lois de l'hérédité mendélienne, vous voyez que c'est minuscule. Des variations dans la chromatine,
on en connaît quelques-uns, j'y viendrai à la fin, des single nucleotide variants, donc ça, on en connaît aussi quelques-uns, et puis des facteurs environnementaux, on en a discuté au tout début, mais en fait, la plus grande proportion, ben, c'est unknown, c'est-à-dire qu'on ne sait pas à quoi c'est dû. Et l'idée de cette partie du cours, c'est de vous montrer que on peut répondre aux parents que c'est le hasard, mais dire c'est le hasard, c'est pas agréable comme réponse généralement. Donc il faut dire que très probablement, comme dans beaucoup d'anomalies qui sont de novo, qui sont nouvelles, parce que les parents disent ben, on ne comprend pas, nous on n'a pas de malformation cardiaque dans notre famille. Donc il y a deux arguments pour répondre. C'est un avis que je vous donne. C'est de dire d'abord que les cardiopathies congénitales, c'est très fréquent, et qu'ensuite, eh bien, il y a certes du hasard dans la combinaison d'anomalie génique qui va donner la malformation cardiaque, mais que ce hasard, on peut en grande partie l'expliquer, c'est ce que je vais essayer de faire aujourd'hui, et on peut en grande partie le reproduire au laboratoire. Donc ça veut dire que c'est un hasard qui a des bases connues, qui sont essentiellement des bases génétiques. Et faire comprendre que ce n'est pas parce que les malformations cardiaques ont des bases génétiques, ou moléculaires si vous préférez, qu'elles sont héréditaires. Et c'est là où vous pouvez donner les chiffres qu'on a discutés tout à l'heure. Et souvent, c'est beaucoup plus résolutif que de dire c'est la faute, t'as pas de chance. Alors ça ne marche pas bien dans les entretiens avec les familles. Donc, ce qu'on sait globalement, et beaucoup de choses qu'on ne sait pas, et je répète ce que je viens de dire dans la diapositive précédente, c'est que il peut y avoir des variations du copy number variation, c'est-à-dire de copies d'un certain nombre d'éléments géniques dans le génome. Et quand on regarde ça, est-ce qu'il y a des zones dupliquées, des zones délétées? Donc en faisant soit des karyotypes de très haute résolution ou de la CGH array, eh bien, on va trouver entre 5 et 15% des cas, dans les cardiopathies isolées, des variations justement de ce nombre de copies de gènes. Donc, il y a des papiers dans la tétralogie de Fallot, dans les cardiopathies isolées, qui vont de 5 à 15%, et dans les formes syndromiques, autour d'un tiers. Le problème, c'est qu'on ne sait pas toujours faire le lien entre ces variations du nombre de copies de gènes et la cardiopathie. Donc, on le constate, mais est-ce qu'on va être capable de faire un lien causal? Pas vraiment. Et je vais vous expliquer, essayer de vous expliquer pourquoi. Les mutations dans un seul gène, comme je vous ai dit, c'est très rare, 1 à 5%. Donc, ce qui fait que comme on est très ignorant de la façon dont ça se passe, c'est-à-dire du lien qu'il peut y avoir entre une variation génétique qui peut être trouvée de façon un peu fréquente, 35% des cas, et la malformation, eh bien, on va dire que c'est multifactoriel. Multifactoriel, ça veut dire qu'on est en grande partie ignorant, et c'est ce que confirment les études chez les patients non syndromiques, puisque vous voyez que dans les formes familiales, on arrive à trouver, avec toutes les techniques de l'exome aujourd'hui, des variations dans les gènes connus quand on fait des panels où on met 150 gènes dans 30 à 45% des cas. Dans les formes sporadiques, par contre, on trouve rien dans 80% des cas. Et puis dans les formes avec des syndromes polymalformatifs, on trouve des variations une fois sur deux. Mais on ne sait pas toujours, encore une fois, interpréter cette variation. Donc en gros, on est très ignorant. Est-ce que ça sert à quelque chose de trouver le gène pour la malformation? Eh bien, c'est peut-être vrai dans certaines malformations héritées de façon mendélienne, donc avec des gènes connus qui donnent des formes souvent syndromiques isolées. Dans les formes totalement isolées, où il n'y a pas d'antécédent familial, pour essayer de prédire ce qui va se passer dans la fratrie ultérieure, c'est des informations très difficiles à manipuler, et le plus souvent, on ne le fait pas. Alors, il y a plus que 50 ans maintenant, James Nora a justement écrit un article qui a fait date et qui disait que les cardiopathies congénitales étaient héritées de façon multifactorielle. Et donc, il y avait plein de facteurs qui rentraient en ligne de compte, et ces facteurs qui rentraient en ligne de compte, c'était du contenu génomique, c'est-à-dire de l'ADN. Voilà, il y a des anomalies ou des variations de l'ADN qui vont expliquer les malformations cardiaques. Il y a des facteurs d'environnement, je vous les ai cités au tout début. Pourquoi est-ce qu'on voit de temps en temps des récurrences à l'intérieur de familles? Eh bien parce qu'on partage le même fond génétique, et on verra que c'est aussi important, c'est quelque chose qui est important et qui va conditionner
peut-être l'incidence de certaines malformations, mais en tout cas qui peut conditionner l'expression d'un certain nombre de variations génétiques héritées. Et puis qu'ensuite, il y avait des phénomènes qu'on appelle stochastiques, c'est-à-dire des choses qu'on ne sait pas bien expliquer, qui font partie d'une sorte de chaos ou de hasard. C'est-à-dire qu'on connaît les conditions initiales d'environnement, de fond génétique et de contenu génomique, mais par contre, il y a des choses qu'on ne peut pas toujours prédire. On va voir que c'est un petit peu vrai aussi. Et donc, cet article très vieux, enfin très vieux, il y a 50 ans, c'est peut-être pas si vieux que ça, mais se terminait par 4 hypothèses et on va essayer de les discuter les unes après les autres. Il y en a une qu'on a déjà discutée. La première, c'est qu'il n'y a pas de base génétique aux cardiopathies congénitales. La seconde, c'est les anomalies chromosomiques, c'est la cause principale des malformations cardiaques. Donc ça, je peux déjà le barrer parce que je vous ai dit que c'était non, c'était à peu près 10% pour la trisomie 21. Et on a vu dans le cours d'épidémiologie qu'il y avait 13-14% d'anomalies des chromosomes. Les anomalies dans un seul gène, c'est la principale cause. Donc ça, on va en discuter. Et puis la dernière, qu'on verra à la fin, c'est multifactoriel. Et on va essayer d'expliquer en partie le multifactoriel. Donc, commençons par, il n'y a pas de cause génétique aux malformations cardiaques. C'est une sorte de hasard du développement, mais il n'y a pas de base moléculaire. Donc ça va aller très vite pour contredire cette hypothèse, puisque quand on regarde la récurrence au sein de familles, pour tous les types de malformations cardiaques, eh bien, ce qu'on voit, et ici c'est les jumeaux, twins, on voit que les risques relatifs pour des jumeaux, c'est 9. Donc, ça veut dire que des jumeaux de même sexe, et ça, c'est des jumeaux de sexe différent. Donc, ça veut dire que 2 jumeaux de même sexe, donc qui peuvent être suspects d'être monozygotes, hein, ce n'est pas affirmé dans ce travail du Danemark, eh bien, ils se ressemblent 9 fois plus souvent que dans la population générale. D'accord ? Donc, la gémellité augmente le risque. Donc, ils partagent le même génome. Comme ils partagent le même génome, ils partagent aussi le risque de malformation cardiaque. Et donc, ils le développent de façon plus fréquente. Et c'est pareil quand ils sont jumeaux unlike sex, de sexe différent. C'est la même chose quand ils sont frères et sœurs. Ils ont un risque relatif de 3. Donc, il y a plus d'agrégation familiale. Donc, ça veut dire que le contenu génomique influence le risque de malformation. Et plus on s'éloigne de la relation au premier degré, papa-maman ou frère et sœur, plus le risque s'approche de 1. Donc, ça, c'est important. Donc, il y a de l'agrégation familiale, mais par contre, le risque relatif, et là, ce n'est pas exprimé comme ça dans ce tableau, ce n'est pas l'hérédité mendélienne. C'est-à-dire, ce n'est pas une maladie récessive, 25% de récurrence, ce n'est pas une maladie dominante, 50% de récurrence, ce n'est pas une maladie liée à l'X particulièrement. Donc, ça ne répond pas aux lois de l'hérédité mendélienne en termes de transmission, si on considérait que les cardiopathies étaient totalement pénétrantes. Donc, l'autre type d'étude qui montre qu'il y a de la génétique, mais il n'y a pas que ça, c'est quand on regarde des jumeaux en les comparant à des singletons. Les singletons, je vous ai dit, hein, c'est les 0,9%, là c'est des pourcentages, donc 0,9% ou 8 pour 1000, 8,7 dans cette étude, et on voit que pour les jumeaux, c'est 1,4. Et puis ensuite, donc c'est 1,4 ou ça dépend, cette étude n'est pas notamment très bien faite pour ça. Mais ce qui est important dans ce travail, c'est qu'il y a plus de risques en étant jumeaux. Ça veut dire qu'il y a aussi des facteurs qui sont liés à la gémellité. Il n'y a pas que la génétique. Certes, la génétique joue un rôle, mais si on ajoute le fait d'être jumeaux, et donc toujours dans une même famille, on va avoir un risque qui va être plus important. Donc, ça veut dire qu'il y a des facteurs liés à la gémellité et environnementaux donc, qui vont donner ce risque-là. Donc, il y a de la génétique, mais il n'y a pas que ça. Donc, on ne peut pas dire il n'y a pas de génétique, donc on barre ça. Et donc, dans le courant des années 90, c'était la grande mode de la recherche de mutations dans les maladies génétiques parce qu'on avait trouvé la méthode qui s'appelait le clonage positionnel pour identifier un gène à partir de sa position sur le génome. Et donc, il y a eu beaucoup de publications pour trouver le gène de la maladie truc, de la maladie machin. Et donc, bien sûr, on s'est lancé dedans dans les malformations cardiaques, mais pour ça, on devait faire l'hypothèse qu'il y avait une malformation, un gène.
Et donc, on avait aussi besoin de formes familiales pour identifier les mutations dans le gène qui donnait la malformation cardiaque. Et donc, l'idée était, c'est simple, il y a à la louche, on va dire une centaine de formes de malformation cardiaque avec des variants. Il va y avoir une centaine de gènes. On pouvait même raisonner différemment en disant, en gros, il y a 7 ou 8 groupes embryologiques, on va trouver 7 ou 8 gènes. Bon, bien sûr, ça, vous savez à l'avance que rien que quand je le dis, ça sonne faux. Mais quand même, on s'est lancé là-dedans. C'était l'hypothèse monogénique, une malformation, un gène. Mais pour ça, il fallait avoir des formes familiales. Et bien sûr, dans les années 90, la chirurgie cardiaque ayant commencé dans les années 60 pour les formes les plus simples, 70 pour les formes les plus compliquées, les patients n'avaient pas beaucoup d'enfants. Donc, il n'y avait pas beaucoup de formes familiales, mais il y en avait quelques-unes dans des malformations simples ou peu symptomatiques, comme les communications interauriculaires. Et donc, c'est les premières malformations pour lesquelles on a trouvé des gènes, les CIA. Et donc, ici, c'est une forme familiale de communication interauriculaire, à transmission autosomique dominante, avec une transmission père-fils des deux côtés. Et puis ici, un autre pédigré où il y avait des CIA, des CIV et des blocs auriculo-ventriculaires. Et donc, par cette technique que je ne détaillais pas de clonage positionnel, on a pu identifier un gène de CIA qui s'appelait NKX 2.5. Et donc, ce gène de CIA qui s'appelait NKX 2.5, on a dit, en fait, c'est le gène de la CIA. Et on a regardé très rapidement si ce gène de CIA était observé dans d'autres anomalies, dans d'autres formes de CIA que ces formes familiales ou dans d'autres familles. Et on n'a pas trouvé de mutation dans NKX 2.5. Donc, ça explique certaines CIA, mais pas toutes. C'est ce qu'on appelle l'hétérogénéité génétique. Et on va y revenir. Et donc, l'autre argument pour penser qu'il pouvait y avoir des formes monogéniques, c'était la récurrence de la même malformation au sein de la même famille. Et on voit que le risque relatif dépend du type de cardiopathie. Donc, c'était probablement très vrai pour les hétérotaxies, les anomalies de la latéralité, moins vrai pour les cardiopathies chronotroncales, un peu plus peut-être pour les canaux atrioventriculaires, etc., etc., et probablement pas loin d'être un peu faux pour les communications interventriculaires. Donc, le fait d'avoir trouvé un gène, même si ça n'explique pas toutes les CIA, et ce type de tableau de risque relatif était en faveur du caractère monogénique. Comme je vous l'ai dit, on a testé l'hypothèse dans d'autres formes de CIA, que ce soit NKX 2.5, ici une CIA avec une anomalie des pouces et un bloc auriculo-ventriculaire. On a trouvé que c'était le gène TBX5. Donc, on a dit, ça y est, il y a maintenant CIA dans ces deux anomalies, les familles NKX 2.5 et les familles TBX5, du gène de Holterman. Aujourd'hui, on en connaît plein d'autres, GATA4, etc. Enfin, la liste est très longue. Et donc, c'est ce qu'on appelle l'hétérogénéité génétique, c'est-à-dire qu'il y a un phénotype cardiaque, en l'occurrence la CIA sinus ostium secundum, et différents génotypes pour une maladie monogénique. L'autre chose qu'on a identifiée, c'est non pas l'hétérogénéité génétique. L'hétérogénéité génétique, ça veut dire qu'il y a pour une même malformation cardiaque plusieurs gènes, c'est l'hétérogénéité du phénotype. Et on a déjà discuté du syndrome de Digeorge il y a quelques instants. Et ça, ce sont des patients qui ont un syndrome de Digeorge à différents âges, c'est des patients différents. Et tous ces patients ont une délétion du chromosome 22, 22q11 exactement. Et au sein de cette délétion, il y a un gène très important du développement qui s'appelle TBX1, qui est considéré comme le gène cardiaque important de la délétion du chromosome 22. Et donc, tous ces patients ont une délétion qui intéresse le gène TBX1, et pourtant, ils peuvent avoir des malformations cardiaques différentes. Ils ont des malformations cardiaques différentes, comme la tétralogie de Fallot, le tronc artériel commun ou l'interruption de la crosse aortique. Et donc, vous savez, à partir des cours d'embryologie de ce matin, que les malformations cardiaques associées à la délétion du chromosome 22 sont liées à des anomalies de migration des cellules de la crête neurale qui, normalement, viennent contribuer au développement de la région troncale et des arcs aortiques.
et que avec le second champ cardiaque, l'interaction des cellules de la crête neurale, quand celle-ci migre de façon anormale, va produire des anomalies de septation de la région conotroncale, et que cette variation dans l'espace de la position du septum conal que vous voyez ici avec ma flèche, qui normalement devrait se situer là, cette variation, c'est soit par bascule antérieure, soit par bascule postérieure, soit absence de développement, va produire les différents phénotypes qu'on connaît des cardiopathies conotroncales, la tétralogie de Fallot, l'atrésie pulmonaire avec communication interventriculaire quand c'est complètement fermé, la tétralogie de Fallot avec agénésie des valves pulmonaires quand le canal artériel ne se développe pas en plus de cette anomalie, l'interruption de la crosse aortique quand la bascule se fait vers le ventricule gauche, l'absence de septation donnant le tronc artériel commun, et les associations avec certaines anomalies de la rotation du wedging, donnant certaines formes de ventricule droit à double issue, tout ceci faisant partie d'un groupe qu'on peut considérer comme homogène en termes d'anomalies du développement, puisque ce sont toutes des anomalies de la septation de la région conotroncale liées à un problème de migration des cellules de la crête neurale et de coopération de celles-ci avec les cellules du second champ cardiaque. Donc, on a là deux informations maintenant, depuis, on va dire, la fin des années 90, c'est que les malformations cardiaques peuvent être dues à des mutations dans un seul gène, mais plusieurs gènes peuvent causer la même malformation. Ça, c'est ce qu'on appelle l'hétérogénéité génétique, qu'on connaît dans bien d'autres maladies, bien sûr. Et puis, on peut avoir la même anomalie génétique, mais derrière différents phénotypes, parce qu'on s'intéresse à des populations cellulaires en migration. C'est un sujet complexe que je ne peux pas aborder dans ce cours, mais qu'on sait bien expliquer en termes de développement. Et donc, voilà la bascule du septum conal. Donc, à partir de nombreuses expériences, de nombreuses constatations en termes de développement des malformations cardiaques, eh bien, il y a une classification qui a été créée. On a vu la classification anatomique, qui est celle qu'on utilise et celle qu'on vous recommande de connaître. C'est à peu près la seule qu'on utilise en clinique. Il y a une classification qu'on appelle mécanistique, qui a été développée par Ed Clark et puis ensuite qui a été implémentée, et qui dit que une anomalie génétique va perturber un mécanisme de développement, ou un groupe de gènes vont être impliqués dans un mécanisme de développement et vont produire un groupe de malformations cardiaques qui peuvent être différentes anatomiquement, mais qui peuvent partager des origines développementales. Autrement dit, c'est l'idée d'un ancêtre commun de ces malformations, et on raisonne beaucoup comme ça, même s'il y a beaucoup d'approximations dans ce raisonnement. Et celui que je vous ai montré, c'est celui des cardiopathies conotroncales, mais on a aussi les cardiopathies de débit, qu'on a vu un peu hier en physiologie, c'est-à-dire que c'est logique d'avoir une coarctation avec une sténose aortique ou une sténose mitrale. Donc tout ça, tout le monde le connaît, c'est des automatismes de notre spécialité. Et puis ensuite, il y a d'autres groupes, celui des RVPA, celui des CIV, celui des CAV et celui des hétérotaxies, qui trouvent aussi de la cohérence en termes de mécanismes développementaux. Donc cette hypothèse mécanistique, elle a été utilisée pour comprendre d'autres groupes ou essayer de comprendre certaines anomalies. Et je vous donne ici l'exemple des défauts de latéralité. Donc je sais que le professeur Houillel vous en a parlé aussi, mais je vais vous en parler peut-être sous un autre angle. Un des éléments importants des défauts de latéralité, c'est qu'ils intéressent en particulier un gène qui s'appelle nodal, qui est très conservé entre les espèces et qui va jouer dans toutes ces espèces qui vont de la souris à l'oursin, qui va jouer un rôle très important dans la définition de la latéralité ou de la symétrie. L'asymétrie en un seul mot ou l'asymétrie en deux mots, comme vous voulez, puisque voilà, on a des individus qui sont droite-gauche et puis des symétries, par exemple, de l'oursin qui sont des symétries à 5 dimensions, des symétries du cactus à 7 dimensions, mais c'est les mêmes gènes. Donc, la question, c'est qu'est-ce qui se passe s'il n'y a pas d'information génétique de la latéralité gauche-droite? Eh bien, s'il n'y a pas d'information génétique de la latéralité gauche-droite, on peut imaginer d'abord une situation très simple qui est celle du situs inversus, c'est-à-dire que je ne sais pas où est la gauche, où est la droite, donc je vais avoir soit un développement normal, soit un développement inversé. Le problème, c'est qu'on peut aussi avoir une absence d'information sur ce qui est la gauche et ce qui est la droite, et qui va donner une sorte de randomisation
du développement des organes sur la gauche ou sur la droite et qui va donner donc cette désorganisation des différents segments qu'on appelle hétérotaxie, donc l'hétérogénéité des taxons ou l'hétérogénéité des morceaux ou des organes à l'intérieur du corps qui vont être distribués de façon, on va dire, pas notamment aléatoire, mais en tout cas de façon anormale en termes de position droite ou gauche et de relation droite ou gauche entre eux. Et on connaît beaucoup de gènes du défaut de signalisation gauche-droite que je ne vais pas détailler ici, et en particulier dans le cœur. Donc voilà un exemple de mutant murin qui n'a pas d'information de latéralité. On pourrait avoir fait ça avec Photoshop, mais en fait, c'est vraiment un mutant en situs solitus et en situs inversus. Et on sait aussi que ça existe dans la nature. Par exemple, il y a des escargots avec une coquille qui tourne à gauche et ici une coquille qui tourne à droite. Et donc, c'est la même espèce, mais on voit qu'elles sont, on va dire, en miroir. Donc ça, c'est l'image en miroir. Et ça, c'est l'image d'Emmanuel Macron. Là, c'est Photoshop qui vous montre cette image en miroir. Et donc, on peut, dans ces anomalies de latéralité, comprendre la symétrie, en deux mots, LA plus loin, symétrie des organes pairs, par exemple les yeux, les oreilles. Ça, c'est assez facile. Si c'est en miroir, ben, on se ressemble quand on se regarde dans la glace. Et l'hétérotaxie, c'est un problème puisque l'hétérotaxie, c'est une anomalie, mais qui est plutôt une anomalie dans l'asymétrie, en un seul mot, l'apostrophe asymétrie. Et donc, c'est plus difficile à comprendre pour le cœur. Et donc, pour les organes pairs, je vous montre ici une hétérotaxie avec un foie qui est médian, et on voit qu'il y a à la fois du foie à droite et du foie à gauche. Pour la rate, c'est plus délicat puisque on voit ici la polysplénie. Donc là, elle est représentée avec plusieurs petites rates à gauche sur le dessin, mais souvent, ce n'est pas le cas puisque la rate est un petit peu partout. Puis on voit également sur ce dessin qu'il y a un défaut d'accolement du mésentère avec donc le grêle qui est là et le côlon qui est de l'autre côté. Et donc, c'est des anomalies, là aussi, de l'asymétrie en deux mots pour la gauche ou pour la droite. Pour le cœur, c'est certes initialement un organe quasiment symétrique avec la fusion des deux ébauches cardiaques qui va donner le tube cardiaque, mais au cours du développement, on va acquérir des structures qui vont être plutôt droites et des structures qui vont être plutôt gauches. Mais cette asymétrie dans le cœur en développement n'est pas présente initialement, elle va s'acquérir au cours du temps. Et il y a même des phénomènes de rattrapage quand elle est anormale. Et donc, quand on utilise des souris transgéniques, on va pouvoir justement tracer quelles sont à l'intérieur du cœur les structures qui sont plutôt droites ou plutôt gauches. Et donc, vous voyez ici, c'est une souris sauvage, d'accord ? Et vous voyez que sur cette souris sauvage, l'oreillette droite est en noir et l'oreillette gauche, il y a des petites traces noires, mais elle est essentiellement blanche. Et le ventricule gauche est noir alors que le ventricule droit est blanc. Donc, on sait chez cette souris qu'il y a des structures qui sont marquées de façon spécifique et on voit bien que le ventricule droit n'est pas la même chose que le ventricule gauche. Ce n'est pas de la couleur a posteriori, c'est de l'expression de certains gènes. Donc, il y a certains gènes qui s'expriment que dans le VG, que dans l'OD et pas dans le VD ni dans l'OG. Et quand on croise cette souris qu'on appelle une souris reporter, qui va rapporter l'expression de certains gènes, et qu'on la croise avec une souris qui a une anomalie d'un gène de latéralité, eh bien, on voit une chose curieuse, il y a toujours le ventricule gauche qui est marqué, mais cette fois-ci, il y a deux oreillettes droites. D'accord ? Il y a deux oreillettes, une ici et une ici, avec marqué avec la flèche blanche, qui sont marquées. Et donc, comme si à l'intérieur du cœur, il y avait des structures paires. Alors, le cœur est un organe impair globalement, mais les oreillettes peuvent être considérées comme une structure paire. Et on sait dans le cœur qu'il y a, ça a été décrit, on peut discuter de cette classification, 5 niveaux d'asymétrie, les veines, les oreillettes, le septum interauriculaire dans son orientation, les ventricules et les vaisseaux. Et donc, on peut trouver des anomalies de la latéralité qui intéressent les veines, les oreillettes, les ventricules ou les gros vaisseaux. On les connaît dans le domaine des malformations cardiaques congénitales, ces différentes anomalies. Si on parle des vaisseaux, à titre d'exemple, mais on pourrait prendre les autres, vous avez probablement vu cette diapositive qui montre
que l'organisation de croisée de l'aorte et de l'artère pulmonaire est liée à une rotation du myocarde à la base du cœur. Et donc, cette rotation du myocarde, si elle ne se fait pas au moment du wedging et de l'encastrement, eh bien, on va, au lieu d'avoir une artère pulmonaire en avant, qui est marquée ici, et une aorte en arrière, on va avoir des vaisseaux qui vont être inversés et ça va être la transposition des gros vaisseaux. Et donc, on voit ici une souris sauvage qui a les deux vaisseaux qui se croisent avec le bleu qui est en avant, ici le bleu qui est en avant, et les vaisseaux qui sont croisés sur le schéma comme sur la coupe en microscopie électronique. Et quand on invalide les gènes de latéralité chez cette souris, on va avoir les deux vaisseaux parallèles, qui est l'image typique de l'échographie de la transposition des gros vaisseaux, avec un septum entre les deux vaisseaux qui est strictement normal. Donc, c'est certes une anomalie des vaisseaux de la base du cœur, comme les cardiopathies conotroncales que j'ai discuté tout à l'heure, mais il n'y a pas d'anomalie de l'acceptation. C'est uniquement un problème de rotation des deux vaisseaux qui va donner la transposition des gros vaisseaux, et c'est dû à une anomalie de latéralité. Donc, c'est à l'intérieur du cœur, la transposition des gros vaisseaux, le reste du cœur est normal, hein. Les oreillettes sont en place, le situs et solitus, les ventricules sont en place en concordance atrioventriculaire, mais il n'y a qu'une discordance ventriculo-artérielle qui va donner la transposition des gros vaisseaux, qui est donc aussi une anomalie de la latéralité, mais limitée à un segment du cœur. Et on sait ça aujourd'hui, puisqu'il y a des publications qui ont montré qu'il y avait des mutations multiples dans des gènes de latéralité dans la transposition des gros vaisseaux. Donc, ce n'est pas une cardiopathie conotroncale, il n'y a pas d'anomalie d'acceptation dans les formes simples de transposition des gros vaisseaux, mais c'est un défaut de latéralité limité à un segment du cœur. Et donc ça, c'est une information importante, puisque si on regarde les autres segments, par exemple les ventricules, le segment qui est en dessous, eh bien, on va trouver là aussi des arguments pour dire que l'inversion des ventricules, qu'on appelle la double discordance, est une cardiopathie due à un défaut de latéralité, puisqu'il y a des familles dans lesquelles il y a des doubles discordances ou transpositions congénitalement corrigées des gros vaisseaux pour les Anglais et des transpositions des gros vaisseaux. Donc, c'est bien cohérent avec l'idée que ce sont toutes deux des défauts de latéralité qui vont s'exprimer dans différents segments du cœur. Et on pourrait poursuivre comme ça. Donc, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'il y a de l'hétérogénéité génétique dans les malformations cardiaques. Il y a pour un même génotype une variabilité du phénotype, mais il est cohérent avec des mécanismes embryologiques. Et maintenant, comment est-ce qu'on peut tenter en partie, et en tout cas en partie dans ce cours, mais certainement en partie dans les connaissances globales que nous avons, expliquer la variabilité liée à la mutation dans un gène. Autrement dit, vous avez un gène qui est muté, qui donne des malformations cardiaques. Vous avez une malformation cardiaque de type A, votre frère a une malformation cardiaque de type B. Certes, elles se ressemblent parce qu'elles appartiennent au même groupe embryologique, mais elles sont différentes. Par exemple, vous avez une tétralogie de Fallot et votre frère a une interruption de Cross. Ça n'a rien à voir en termes de physiologie, de traitement, etc. Mais pourtant, ça appartient au même groupe embryologique et c'est possible que ce soit dû au même gène. Et l'autre chose, c'est comment ça se fait qu'il y a de l'hétérogénéité génétique, c'est-à-dire comment ça se fait que, eh bien, on peut avoir une même anomalie et plusieurs gènes. Donc, une même anomalie et plusieurs gènes, c'est assez facile. Et parce qu'on connaît, par exemple, pour le développement de la voie d'éjection du cœur, les cardiopathies conotroncales, eh bien, on sait qu'il y a différents contributeurs. Et ça, vous l'avez vu en embryologie. Les cellules de la crête neurale, on a déjà vu. Le second champ cardiaque, vous l'avez vu ce matin probablement. Et puis, la rotation du myocarde. Et puis, enfin, la contribution de l'endocarde, en particulier pour le développement des gros vaisseaux et des valves. Et donc, on peut très bien comprendre qu'on puisse avoir des mutations dans des gènes qui jouent un rôle dans le développement du second champ cardiaque, d'autres dans le développement des cellules de la crête neurale, d'autres dans la rotation du myocarde et enfin d'autres dans le développement de l'endocarde. Ces gènes sont donc différents, mais ils vont toutes produire des anomalies de développement de la région conotroncale. Donc, c'est logique que les cardiopathies conotroncales puissent être liées à des mutations dans les gènes qui interviennent dans ces différentes voies de développement. Donc, l'hétérogénéité génétique liée à la multiplicité des mécanismes qui concourent au développement du cœur, c'est assez normal et assez logique dans un organe aussi complexe. Et donc, un exemple de ça, un autre exemple, c'est comment ça se fait qu'il y ait une cardiopathie comme une coarctation
et plusieurs gènes, eh bien, c'est parce que la coarctation peut être due à une maladie de l'isthme aortique, par exemple, une anomalie de développement, il y a des gènes ciblés de l'isthme aortique, au phénomène d'anomalie de répartition de débit sanguin fœtal qu'on a discuté hier et dont vous vous rappelez. Il peut y avoir aussi des aspects superposables à ceux des cardiopathies conotroncales. La bascule antérieure du septum conal va limiter le débit dans l'aorte et donner une coarctation, mais le problème initial, c'est la bascule du septum conal. Et puis, il y a des défauts de remplissage, par exemple, par la persistance d'une veine cave supérieure à gauche, qui peut être considéré comme un défaut de latéralité du pôle veineux. Donc, tout ça va donner des coarctations. Donc, à la fin, ce que vous voyez, c'est la coarctation, mais le mécanisme embryologique sous-jacent peut être plus caché, on va dire. Maintenant, comment est-ce qu'on peut expliquer encore la variabilité par des phénotypes quand il y a la mutation dans un seul gène? Eh bien, on peut l'expliquer par la variabilité justement des formes liées au dosage génique. Et donc ça, on le sait très bien. Et d'ailleurs, la plupart des gènes qui sont mutés dans les cardiopathies congénitales sont des facteurs de transcription. Il y a peu de gènes structurels. Et donc, ils vont intervenir dans la régulation de l'expression d'un certain nombre de gènes dans le temps et dans l'espace. Et les altérations de ces dosages temporels et spatiaux peut produire des variations de forme. Et ça, on le connaît de façon maintenant ancienne, à la fois dans des modèles d'évolution, dans des modèles mathématiques, ou dans des modèles comme ici l'exemple des pinsons de Darwin que je ne discuterai pas aujourd'hui et qui peut expliquer par exemple la variabilité des formes des coarctations. Donc aujourd'hui, le modèle génétique des cardiopathies congénitales, je vous ai dit les formes familiales c'est rare, l'hétérogénéité génétique on la comprend par l'interdépendance des molécules, en particulier des facteurs de transcription et des mécanismes multiples qui concourent au développement des structures cardiaques. Et l'hétérogénéité génétique, on la comprend par le dosage génique ou d'autres facteurs comme l'hémodynamique fœtale, etc. Donc, normalement, ce qui est un peu curieux, c'est que les malformations cardiaques complexes, si on était véritablement dans un processus de sélection naturelle, on ne devrait pas les voir, parce que comme elles ne peuvent pas se reproduire, eh bien, et qu'on ne pouvait pas les opérer à la préhistoire, ben, normalement, on ne devrait plus en avoir. D'accord ? Donc, si c'était vraiment comment dire, lié à des mutations qui sont toujours transmises, à ce moment-là, elles auraient dû disparaître dans une perspective évolutionniste. Donc, on ne voit pas ça. Et donc, on pense que le mécanisme, c'est plutôt un mécanisme polygénique, c'est-à-dire que pour faire des malformations cardiaques, il faut avoir des variations dans plusieurs gènes, ce qui permet de conserver ces mutations au cours de l'évolution et de ne pas s'en débarrasser. Et c'est le fait d'hériter de façon simultanée de plusieurs gènes, de son père et de sa mère, qui va donner une malformation cardiaque. Donc cette hypothèse polygénique, c'est la dernière que je discute brièvement pour vous montrer ce sujet un petit peu complexe, mais qui est intéressant. Et j'utilise pour ça un exemple qui est celui de la trisomie 21. La question, c'est comment expliquer que des patients qui ont 3 chromosomes 21 aient un canal atrioventriculaire, par exemple, et que d'autres qui aient aussi 3 chromosomes 21 n'aient pas de canal atrioventriculaire. Donc là, on va utiliser le truc, ah ben, c'est pas de bol, ça, c'est pas vrai, c'est jamais comme ça qu'il faut penser. Il faut essayer d'expliquer les choses, en tout cas de formuler des hypothèses. Après, on voit si ces questions qui nous tenaillent, on reçoit des explications. Et donc, dans la trisomie 21, une des explications, c'est que le phénotype cardiaque peut être expliqué par la variabilité de la région qu'on appelle cardiaque critique du chromosome 21 en 3 exemplaires entre les individus, mais elle peut être aussi en grande partie expliquée par d'autres allèles sur d'autres chromosomes. Autrement dit, vous avez la trisomie 21 et vous avez un CAV associé à la trisomie 21 parce que vous avez hérité de votre papa et de votre maman les 5 autres allèles ici rouges qui vont influencer l'expression des gènes situés sur le chromosome 21 et qui va vous donner ou pas un canal atrioventriculaire.
Et donc ça a été parfaitement démontré donc, par une équipe suisse, celle de Stylianos Antonorakis, qui a montré ça dans la trisomie 21. Et on a pu montrer aussi de la même façon qu'il y avait plusieurs loci, ou locus au pluriel, sur le génome qui étaient à l'origine de la coarctation, de la transposition des gros vaisseaux ou de la tétralogie de Fallot. Et donc, les variations de ces différentes zones du génome, héritées de façon conjointe, vont contribuer à avoir un phénotype cardiaque. Donc ça démontre l'hérédité polygénique. Donc, ce n'est pas un changement global du génome dans le sens où on a 3 chromosomes 21, ou bien on a une microdélétion, ou bien on a une variation dans un gène unique, mais c'est un problème de dosage, non pas d'un seul gène, mais de plusieurs gènes, qui va donner le risque de cardiopathie congénitale et qui va être préservé au cours de l'évolution et au sein de l'humanité pour donner une incidence de malformation qui est identique partout dans le monde, même s'il y a des variations du phénotype qui sont liées au fond génétique. Et donc, on connaît aussi ça dans le canal atrioventriculaire, je passe. Est-ce qu'il y a des facteurs d'environnement qui viennent s'ajouter à ça? Oui, il ne faut pas négliger les hypothèses de départ. Donc, le polygénisme n'exclut pas l'idée qu'il y a des facteurs d'environnement. Et là, c'est une expérience que je vous montre brièvement. C'est des souris diabétiques. Et donc, quand on a les souris ont le diabète, vous voyez ici qu'il y a, si on regarde, c'est souligné en rouge, 58% de malformations cardiaques. Il y a 58% de malformations cardiaques. On leur donne de la N-acétylcystéine, c'est-à-dire on ne corrige pas leur diabète, mais on empêche, en gros, on leur donne un antioxydant. Et donc, cet antioxydant va modifier les régulateurs, et en particulier les régulateurs du développement cardiaque, dans le temps, dans l'espace, comme je vous le disais. Et d'un seul coup, on tombe à 10% de malformations cardiaques. Donc, ça, à 16%, pardon, de malformations cardiaques, excusez-moi, 16% de malformations cardiaques. Donc, donc, cette étude peut être assez convaincante sur l'idée que si vous modifiez, non pas le génome, mais l'expression, enfin, l'environnement, on va dire, oxydatif, en l'occurrence du génome, pendant le développement, vous allez réduire le nombre de malformations cardiaques. Donc là aussi, c'est un argument. L'autre argument sur l'environnement, c'est le rôle de la chromatine. C'est ce qu'on appelle les phénomènes épigénétiques, comme ce que je viens de dire sur le diabète. Donc, ce n'est pas le gène, mais c'est ce qu'il y a autour du gène. Et donc, on sait bien sûr que la chromatine va réguler l'expression des gènes, comme les facteurs de transcription, comme un certain nombre de facteurs qui sont en amont des structures codantes, et que ce qui va remodeler la chromatine va changer l'expression d'un certain nombre de gènes, de la même façon que les modifications de certaines histones va modifier la transcription de certains gènes. Et toute cette histoire sur la chromatine et les histones explique en partie le rôle de l'âge maternel sur le développement de certaines malformations, des malformations cardiaques, la prévention, en particulier pour le tube neural et en partie pour le cœur, de l'administration d'acide folique aux mères, et puis de la fonction de certains gènes comme CHD7 qui jouent un rôle dans le syndrome Charge. Et encore mieux que ça, on sait aujourd'hui qu'il y a des mutations dans des gènes modificateurs des histones dans des cardiopathies congénitales, et donc qui jouent un rôle dans les processus de méthylation. Donc, l'épigénétique, et en particulier la régulation de la transcription d'expression des gènes, joue un rôle important. Et donc, aujourd'hui, on voit la génétique des malformations cardiaques comme un système de réseaux de gènes, réseaux qui vont être cohérents pour un mécanisme, cardiopathie conotroncale, par exemple, défaut de latéralité dans l'autre exemple que j'ai donné, et qu'on peut donc expliquer l'hétérogénéité génétique comme ça, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs mécanismes, donc plusieurs gènes, mais que ces gènes sont groupés en réseau pour contribuer au développement de certaines régions du cœur à certains moments et ensemble, ce qui va donner l'hérédité polygénique. Et voilà un autre exemple de réseau de gènes plus ou moins simple, plus ou moins complexe. Donc, on sait aujourd'hui qu'il y a des bases génétiques aux malformations cardiaques, que les anomalies chromosomiques, certes,
sont responsables d'une partie des malformations et plutôt d'une minorité que d'une majorité, que les mutations dans un seul gène qui expliquent toutes les malformations cardiaques, ce n'est pas vrai, c'est plutôt une rareté. Il faut les connaître, il faut les chercher quand c'est possible pour pouvoir donner le meilleur conseil génétique, et que les malformations cardiaques isolées, c'est une catégorie très hétérogène d'anomalies du développement, avec une hérédité polygénique pour la plupart, et que l'expression de certains gènes est médiée par l'interaction entre gènes et environnement, comme on peut le voir avec l'âge maternel ou les processus de gémellité, par exemple, et que le conseil génétique doit donc être prudent. Donc prudent, ça veut dire aussi statistique, et ne pas manipuler uniquement l'information de la malchance, mais plutôt dire qu'on sait un peu ce qui se passe et qu'on sait aussi assez bien que si les familles ont été éprouvées par la naissance d'un enfant avec une malformation, le risque de récurrence est faible et qu'on les accompagnera pour une grossesse ultérieure s'ils le souhaitent, et que comme ça leur permet d'être rassurés. Voilà, je m'arrête là et je réponds à vos questions.